Sébastien Chenu. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez sans doute vu ces images qui ont beaucoup choqué, un carnaval non autorisé à Marseille. Est-ce que vous êtes de ceux que ça met en colère ? Oui, je trouve ça totalement irresponsable, ce carnaval qui a été visiblement organisé au son de « Tout le monde déteste la police » par l'extrême gauche marseillaise est totalement irresponsable. Il faut évidemment prendre des sanctions contre des gens qui agissent ainsi. Alors, la logique, ce n'est plus rester chez vous, mais c'est chacun chez soi ou dehors, mais pas de rassemblement. Freiner sans enfermer, vous ne pouvez pas recevoir chez vous, dit le porte-parole du gouvernement. Est-ce que c'est clair ? Écoutez, quelque chose qui se conçoit bien s'exprime bien. Le gouvernement n'est même pas capable de nous expliquer quelle est sa stratégie. Si c'est un confinement dehors, on a pu entendre ça. La réalité, c'est que... Mesure de freinage, on s'est mis d'accord là-dessus. Ces gens-là n'ont pas de stratégie. Ce gouvernement n'a pas de stratégie et il impose aux Français chaque jour l'humiliation. L'humiliation des attestations ubuesques, l'humiliation de la fermeture d'un certain nombre de commerces de proximité qui n'ont strictement rien demandé. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de stratégie, parce qu'ils n'ont pas de vaccin, parce qu'ils sont incapables d'avoir une ligne d'horizon à proposer aux Français. Franchement, c'est pas facile dans ce contexte-là d'avoir une stratégie. Pourquoi je vous pose la question ? Marine Le Pen, à un moment donné, pressait le gouvernement de confiner. Il y a un an, après, elle réclamait la réouverture des églises, après la fermeture des lycées. C'est pas facile. Non, madame, il y a un an, la situation n'était pas exactement la même. Et le drame, c'est de ne pas avoir trouvé de solution ou être en capacité d'avoir une stratégie un an après. Il est là, le drame. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu ? Un gouvernement qui s'est planté sur la vaccination, sur les masques et sur les tests. À chaque étape, il a démontré son incompétence totale. Est-ce que ça se passe mieux ailleurs ? Pourquoi je vous pose la question ? L'Allemagne, c'est toujours un modèle pour les Français et les Européens. L'Allemagne, qui a confiné depuis mi-janvier, et toujours sous le coup des mesures de fermeture, avec des contaminations qui ne baissent pas. Madame, ce qui fonctionne ailleurs, on doit s'en inspirer. Ce qui fonctionne, ce sont des pays qui ont très tôt fermé leurs frontières. Ce qui fonctionne, ce sont des pays qui se sont mis en capacité de produire ou d'importer des vaccins. Or, la France n'a ni fermé ses frontières lorsque nous lui avions demandé, via Marine Le Pen, il y a un an, nous avions demandé cette gestion des frontières, et la France s'est mise dans la main de l'Union européenne pour les vaccins. Résultat, aujourd'hui, nous n'avons pas de vaccins disponibles, ce qui explique probablement ce cafouillage en réalité au quotidien, c'est-à-dire l'incapacité qu'a ce gouvernement à protéger les Français et à faire vacciner ceux qui en sont volontaires. Sur l'école, est-ce que vous défendez la stratégie du gouvernement ? Mais j'entends que sur l'école, les contaminations ont par exemple augmenté très fortement la semaine dernière. C'est Jean-Michel Blanquer qui nous disait ça. Alors moi, je suis favorable à ce qu'on puisse maintenir les écoles ouvertes, mais il faut aller chercher le virus là où il est. Et c'est-à-dire dans les écoles, dans les facs, dans les hôpitaux. C'est là. Ça veut dire quoi, aller chercher le virus ? Ça veut dire, plus une batterie de leviers que le gouvernement n'actionne pas, contrôler les eaux usées. C'est ce que nous ferions si nous étions au pouvoir, nous l'avions demandé, multiplier les tests et les autotests. On voit que la Suisse et l'Autriche ont une politique d'autotests très importante qui donne des effets. On n'est pas plus bête, on devrait pouvoir le faire. Et puis c'est évidemment l'isolement des personnes qui sont malades. Il n'y a pas de dispositif et l'augmentation du nombre de lits. Mais c'était une bonne chose de maintenir et de tout faire pour maintenir les écoles ouvertes. Mais nous ne sommes pas opposés à cela, madame. Est-ce qu'il faut vacciner en priorité, justement parce qu'on laisse les écoles ouvertes, en priorité maintenant les enseignants ? Ce qu'il faut vacciner, d'abord, c'est avoir des vaccins pour vacciner. Aujourd'hui, nous n'avons pas de vaccin. Donc on peut toujours dire qu'il faut un ordre de personnes pour être vaccinées. Il faut les réserver aux enseignants. Il faut d'abord les réserver à ceux qui sont dans des situations de santé très difficiles. Nous n'avons pas terminé. Ensuite, effectivement, il faudra ouvrir le plus largement possible, et notamment à ceux qui travaillent et qui sont dans des situations de risque. Les enseignants en font partie. Le personnel hospitalier doit être vacciné prioritairement sur la base du volontariat, et ensuite ouvrir le plus largement possible. Mais pour ça, il faut des vaccins. Ça, c'est ce qu'on fait. Mais non, puisque nous n'avons pas de vaccin. Oui, mais ça, j'ai bien compris. Mais sur la stratégie de vaccination, vous il n'y a pas de stratégie de vaccination puisqu'il n'y a pas de vaccin. À partir du moment où il n'y a pas de vaccin, je ne vois pas comment ce gouvernement peut développer une stratégie. Il aurait fallu accepter de les payer plus cher, les vaccins. On fait certains pays, vous parlez d'Israël. Oui, mais bien sûr, à partir du moment où on déclare une guerre, il faut se donner les moyens. Vous savez, il y a un coût économique très fort à cette absence de stratégie. On paye chaque jour. Les commerçants, les socioprofessionnels qui sont victimes de ces enfermements payent chaque jour tout ça. C'est un coût économique très fort, les aides. Eh bien, moi, j'aurais préféré que cet argent soit investi dans le fait de pouvoir produire ou acheter des vaccins directement plutôt que se mettre dans la main de l'Union européenne. Thierry Breton dit immunité collective au mois de juillet. Vous n'y croyez pas ? Mais l'Union européenne est un continent qui est en plein déclassement. Est-ce qu'on voit les résultats par rapport à d'autres pays continents, par rapport à d'autres endroits dans le monde ? Notre taux de vaccination... Vous n'y croyez pas ? Mais j'aimerais y croire, madame. Mais j'aimerais, pour y croire, qu'il y ait la capacité que ces gens nous démontrent qu'ils ont réussi quelque chose. L'Union européenne a tout raté depuis le début. On en vient à l'UNEF.
c'est à la une du Figaro ce matin et à la une de La Croix. La présidente de l'UNEF a admis que son mouvement organisait des réunions de non-mixité raciale, c'est-à-dire des réunions qui excluent les Blancs. Est-ce que vous plaidez pour dissoudre ce syndicat étudiant ou pour, comme le dit Jean-Michel Blanquer, des évolutions législatives pour éviter ce genre de réunions? Non, mais on sait très bien que ce petit syndicat étudiant est composé aujourd'hui de voyous d'extrême gauche qui cherchent à semer le trouble, à se dissocier des règles de la République. Ce type de réunion raciste dans lesquelles on exclut les Blancs n'a pas à se tenir. L'UNEF doit être poursuivie et peut-être même dissoute, effectivement. Jean-Luc Mélenchon, ce week-end, a fustigé la haine qui règne, selon lui, dans ce pays contre les musulmans et contre les immigrés. Il a défendu la créolisation. Il a dit c'est l'avenir du monde. L'universalisme, il n'y a pas créolisation. d'islamophobie dans notre pays. L'islamophobie, c'est un terme qui a été inventé par ceux qui refusent tout débat sur les dérives de l'islam, c'est-à-dire l'islamisme. Jean-Luc Mélenchon Non, mais Jean-Luc Mélenchon le premier. Jean-Luc Mélenchon part dans des délires intellectuels. Il n'y a pas d'islamophobie dans notre pays. Il y a la volonté pour les Français de vivre avec des règles qu'ils connaissent et qu'ils ont choisies eux-mêmes pour l'équilibre de leur pays. Là, quand il dit ça, il part dans un délire, selon vous? Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, on est habitué, trouve toujours des biais, des voies de traverse pour ne pas affronter de face à un problème. Forcément, il est lié à tous ces islamo-gauchistes depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, pour lui, évidemment, condamner l'UNEF, c'est difficile. Je rappelle que vous êtes très remonté ce matin parce que vous êtes en campagne. Allez, 10 présidents de région, justement, demandent au gouvernement de ne pas repousser une deuxième fois les élections prévues les 13 et 20 juin. Est-ce que vous vous associez à cette demande? Oui, madame, la démocratie doit pouvoir continuer. Mais moi, je suis, vous l'avez dit, en campagne pour protéger ma région. Je vois bien que les problématiques de santé sont importantes. Et je lance, d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, une guerre contre les éoliennes dans notre région. Moi, j'ai traversé ma région. Le problème, c'est que Xavier Bertrand est en place depuis 5 ans, qui n'a eu aucun résultat, que l'éolien a continué de se transformer, de s'investir dans notre région. Et je pense qu'il faut aujourd'hui financer des études épidémiologiques. Si je suis président de région, je lancerai ça parce que ça touche la santé des habitants, la santé des agriculteurs, la santé des animaux. Et je pense qu'il y a urgence à lancer évidemment des référendums et à les faire appliquer, un moratoire sur l'éolien dans notre région et le financement de ces études épidémiologiques. Vous voyez, protéger sa région, protéger la santé de ses habitants, c'est très concret. Moi, j'ai la tête dans l'idée de protéger ma région et pas dans l'idée d'aller aux élections présidentielles. C'est probablement ça, pour ça. C'était pour Xavier Bertrand, justement. Pourquoi vous réussiriez là où Marine Le Pen a échoué? Peut-être probablement parce qu'aujourd'hui, les gens se sont rendus compte que nous étions la seule alternative possible. Dans notre région, il n'y a pas eu d'effet Bertrand. Il a été élu grâce aux voix de gauche. Il n'y a pas eu d'effet Bertrand. Le chômage a continué d'augmenter, la santé a se détérioré, l'insécurité a galopé, c'est-à-dire tout ce qui nous avait été promis n'a pas été tenu. Et sur les éoliens, je vous ai expliqué que ça avait continué à se développer. Donc je pense qu'aujourd'hui, les gens souhaitent vraiment une autre politique. Vous savez, si on doit, après la Covid, continuer avec les mêmes politiques qui ont amené à la même absence totale de résultats, alors cette crise, cette pandémie n'aura pas servi à grand-chose. Oui, on peut faire autrement. Ça existe encore, le Front républicain, dans les Hauts-de-France? Je ne sais pas ce que c'est, madame, le Front républicain. Le Front républicain... C'est ce qui a fait que Xavier Bertrand a gagné la le seul Front républicain, régionale. c'est le Rassemblement national, je vais vous dire. C'est le front de ceux qui veulent faire une autre politique contre un système qui cherche tout simplement à s'accrocher au pouvoir. Vous ne voyez pas dans les Hauts-de-France? Non, pas du tout. Quel est l'objectif du Rassemblement national pour ces élections régionales? Je le disais, certains sondages sont plutôt favorables, notamment dans la région PACA, pour le Rassemblement national. Quel est votre objectif? C'est gagner plusieurs régions pour pouvoir démontrer, avant l'élection présidentielle, qu'une autre politique est nécessaire et qu'une autre politique est possible. Parce que les politiques que nous allons mener dans les régions, comme nous le faisons dans nos communes, à Hénin-Beaumont, à Villers-Cotterêts, à Bruy-la-Bussière, dans notre région des Hauts-de-France, elles sont différentes, elles produisent du résultat. Par conséquent, oui, nous allons enclencher la présidentielle en gagnant des régions et en développant une politique différente. Une répétition générale? Un petit peu. Merci beaucoup, Sébastien Chenu, d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous, Laurent.